Nous avons parlé avec vous du fait que après le vote du 5 novembre, donc il n'y a vraiment pas si longtemps, et des réponses des indépendants et des républicains. Pourquoi ils ne sont pas allés voter en masse? Environ un tiers des voix que Trump avait n'ont pas participé à ce vote. Vance a dit que l'attention de la Maison-Blanche passerait de 80-20 en faveur de la politique étrangère à 80-20 en faveur des affaires intérieures. Ce que Vance et Trump ont entendu a été confirmé par des sondages plus détaillés et des analyses de l'opinion publique du pays. L'inflation, les prix, la croissance insuffisante des salaires, ce sont les sujets qui préoccupent le plus les citoyens. Regardez les résultats d'un sondage sur Cable News Network qui, ces derniers temps, donne en général une image assez fidèle du monde. Harry Anton de Cable News Network analyse l'inflation et la perception qu'en ont les gens. Comment les Américains perçoivent l'inflation et comment elle influence leur vie? Ils estiment que les prix ne cessent d'augmenter selon les cas. Regardez. Je veux dire, vos dépenses ont augmenté par rapport à l'année dernière. Les produits alimentaires de 85%, les services publics de 78%, les soins de santé de 67%, le logement de 66%, l'essence de 54%. Les Américains subissent la hausse des prix dans tous les domaines et ceux-ci continuent d'augmenter. Ils ne sentent pas, comme Kate Baldwin, qu'ils peuvent souffler. La ministre des Finances a minimisé l'effet des droits de douane sur l'inflation, assurant que les prix baisseront sous peu ou dans quelques mois. Qu'en pensent les Américains? Oui, ils pensent qu'ils mentent. C'est bien ce qu'ils croient. Regardez, les tarifs et les prix augmentent. Passez tout de suite à l'écran de Kate Semyonovitch. Comment ai-je osé faire ça? 84% des démocrates, 74% des indépendants et même la majorité des républicains. Quand républicains et démocrates sont majoritairement d'accord, cela montre la souffrance actuelle du public américain. Le ministre des Finances peut essayer de dire quelque chose aux gens, mais ils le ressentent dans leur portefeuille. En résumé, il n'achète pas ce que lui et l'administration tentent de vendre sur les tarifs. Tu sais, Gary, une chose que nous avons entendue encore et encore, c'est comment le président et beaucoup de ses proches accusent l'administration Biden de la situation actuelle de l'inflation. Les gens sont d'accord avec ça? Non. Vous savez quoi? Je voulais citer la juge Judy, mais je ne vais pas le faire. Je vais juste dire que c'est comme essayer de vendre de la glace au pôle Nord quand il s'agit de ça. C'est faux, je vais expliquer. C'est un ordinateur portable. Je pensais que l'interne le promettait et s'occupait des fonds. C'est normal, une année. C'était il y a un an. C'est grave, surtout avant les fêtes, quand les gens préparent dans les repas familiaux. La question des tickets alimentaires a ajouté au chaos. Au final, je pense que beaucoup d'Américains considèrent que l'administration Trump, arrivée en promettant d'améliorer l'économie par rapport à Joe Biden, a vu l'inflation et les taux hypothécaires rester élevés. Et ils veulent que cette administration de Donald Trump change de cap. Nous l'avons vu ou dit, je dirais que Donald Trump parle de plus en plus du mot continuité. Je croyais que c'est pourquoi je parlais si amicalement avec Mamdani. Oui, j'invente ça, ça fait partie de tout ça. Eh bien, tu vois, Mamdani défendait l'accessibilité, c'était à la base de tout. Tout le reste chez lui, le socialisme démocratique, toutes ces discussions sur Israël, c'était l'accessibilité. Voilà pourquoi ils ont réagi ainsi. New York devient plus cher, tout comme le pays. Il est difficile d'affirmer aux gens qu'ils ne dépensent pas plus pour la nourriture, l'électricité ou l'assurance maladie, alors que c'est le cas. Tout le monde le sait, oui. Quelques semaines avant les élections, j'ai beaucoup voyagé dans le New Jersey et en Virginie, simplement pour parler avec les électeurs. C'était sans doute la question principale dont les gens parlaient. Surtout pour ceux qui ont risqué de voter Trump, parfois sans avoir jamais voté ou choisi les républicains auparavant. Beaucoup ont voté pour lui en se disant « D'accord, c'est du changement ». Mais c'est comme le jour de la marmotte, quand il répète que l'économie va très bien, que tout va bien. C'est précisément ce que les gens rejetaient et qui les agaçait venant de l'administration Biden. Ils ont vécu 4 ans uniquement de promesses. On a élu Trump et on veut toujours nous faire croire que la situation s'améliorera bientôt. Cela oblige la Maison-Blanche à mettre de côté toutes les autres affaires, les reléguant au fond du placard.
Et ils vont se précipiter pour chercher, même si c'est une réduction des dépenses, et pour arrêter la hausse des prix pour la population, et bien sûr augmenter les salaires. L'État lui-même ne peut pas le faire directement, mais il peut créer les conditions pour que la voie soit dégagée sans. Nous avons un mélange amusant de socialisme et de capitalisme. Cela a commencé à se développer et à produire plus dans le pays. Nous avons déjà évoqué qu'il existe 2 moyens d'améliorer la vie des couches les moins favorisées. La première est la voie socialiste. Prendre à ceux qui gagnent plus ou qui ont mis de côté davantage et redistribuer cela à ceux qui, disons, ont gagné et mis de côté moins. C'est-à-dire que si auparavant quelqu'un avait 80 et un autre 20, utilisons encore une fois les chiffres courants. 80 fins, alors en prenant, disons, encore 20. Chez ceux qui, on peut les appeler riches, il leur restera 60 et pour le pauvre, c'est 20 plus 20, ce qui fait 40. Mais la somme reste quand même la même, que ce soit 80 plus 20 ou 60 plus. 40, ça fait toujours au total 100. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau qui s'ajoute, ça se redistribue simplement. La deuxième voie, c'est le capitalisme, c'est-à-dire se débarrasser du socialisme et construire le capitalisme, c'est-à-dire le marché libre, produire plus de propriété. Donc nous aurons plus, quoi. Mais cela en découle. C'est-à-dire sans vol, sans violence, simplement par le travail et la créativité, on a augmenté la quantité de propriétés pour tous. Sans venir nu, forcer, emprisonner, tuer, voler. Je ne sais pas. Ça sonne trop théorique. D'accord, très bien. Regardons un exemple, disons de cette façon. Dans les années 90, une télévision à écran plat coûtait 15 000 $. Je me souviens, j'avais vérifié les prix. Et il n'était accessible qu'aux gens vraiment riches. On a commencé à en produire de plus en plus, encore et leur prix est devenu de quelques centaines de dollars, c'est-à-dire qu'il a baissé de 2000%, eh bien, il y en avait à 750, 800, 500, 900 $, moins de 1000, pour une télévision qui coûtait auparavant 15 000. Une production accrue entraîne une baisse des prix, faisant passer le produit de la catégorie super luxe à celle de consommation de masse. Que se passe-t-il dans le processus? On en produit de plus en plus, alors qu'avant il n'y en avait pas. Oui, il fallait des gens pour les produire, mais ils ont justement trouvé du travail pour les fabriquer. Et les revenus augmentent. Ils ne touchent plus d'allocation chômage, ils ne sont pas sans emploi, ils ne creusent pas de tranchées. Oui, il faut des gens pour fabriquer des téléviseurs. Les gens se sont formés ou de nouveaux sont arrivés et ils ont commencé à fabriquer des téléviseurs. En général, il y a plus de nourriture sur le marché. Elle devient naturellement moins chère et plus accessible. Avant Ford, seules les personnes riches achetaient des voitures. En développant sa technologie, Ford a rendu les voitures plus accessibles. Et maintenant, celui qu'on appelle chez nous pauvre et nécessiteux possède une voiture, 2 téléviseurs, généralement un smartphone, un ordinateur, un grille-pain, un micro-ondes, une machine à laver et un lave-vaisselle. Qu'il l'utilise ou non, je ne sais pas, mais il l'a. Ce dont ne peut même pas rêver un nécessiteux en Ouganda, au Venezuela, en Irak, en Somalie et au Burundi, sans parler du Mozambique et du Libéria. Libéria. Pourquoi les pauvres aux États-Unis seraient-ils considérés comme tout à fait aisés dans 90% des pays du monde? Parce que nous produisons plus de richesses, nous produisons plus de richesses. Beaucoup disent aujourd'hui que Donald Trump a perdu le soutien de son propre parti. Voyons cela maintenant. Il est temps pour la rubrique. La gauche perd la raison. Ces dernières semaines, on a tellement entendu parler des divisions à droite, de la division dans la base Make America Great Again, du fait que Trump perd le soutien des républicains. Dans ces moments, j'aime consulter l'expert des sondages de Cable News Network, Gary Anton. Quelle est la gravité de la situation, Gary? Le président perd-il le soutien des républicains?
Non, regardez, c'est toujours le Parti républicain de Trump et nous le voyons ici. C'est comme un roc, pour citer Bob Seger. Regardez, les républicains qui soutiennent Trump, il y a 6 mois, c'était 87%. Eh bien, c'est toujours ce chiffre, c'est 87%. Il n'a perdu aucun soutien parmi les républicains par rapport à il y a 6 mois. Comme je l'ai dit au début, il est comme un roc. Il est comme un roc. La base républicaine soutient Donald. C'est intéressant. Gary, je me demande comment cela se compare à d'autres présidents. Et ceci probablement va contrarier nos spectateurs de gauche les plus sensibles. Donc, peut-être, je ne sais pas. Allez-vous faire une tasse de thé? Oui? Donald Trump. Quel président du 21e siècle a eu le meilleur taux d'approbation dans son parti lors de son second mandat? C'est Donald John Trump. 87% des républicains l'approuvent. En 2013, 77% des démocrates soutenaient Barack Obama et 78% des républicains soutenaient George Bush, fils en 2005. Donald John Trump détient le taux d'approbation le plus élevé de son parti parmi les présidents ayant effectué 2 mandats complets. Au 21e siècle, C'était amusant. Voyons maintenant comment certains gauchistes tolérants sont merveilleusement inclusifs et bienveillants lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un qui pourrait avoir un point de vue différent. Bien sûr, ils passent aussitôt aux menaces et à la violence. Qu'en penses-tu, Glynn? Oh, tu viens de me frapper avec une pancarte. Ah oui, allez! les gars, je demande à la sécurité. Des armes! Barrez-vous! D'ici, bordel quoi. Allez-vous! Faire, tu... Personne! Tu n'es personne! Tu n'es qu'une misérable nullité. Et toi aussi, tu utiliseras une arme. Non, on aurait pu. Vraiment, tu veux vérifier? Il y a des flics là-bas. Ils ne sont personne. Tu soutiens ce message. Je veux ton départ. On ne partira pas. Oh, tu ne ressens pas l'amour des gens aussi équilibrés et compatissants. En résumé, les républicains sont pour Trump. Je comprends que les changements demandent du temps. Mais justement, Sky News a abordé un sujet intéressant. La gauche de l'échiquier politique devient de plus en plus agressive et intolérante. La gauche a toujours parlé d'inclure tous ceux qui sont différents dans le dialogue, de ne pas exclure les lesbiennes musulmanes noires unijambistes du dialogue. Qu'il faut être tolérant? Pour une raison inconnue, ce sont justement les gens de gauche qui sont totalement intolérants envers l'opinion d'autrui. Eh bien, cela signifie qu'il salit Trump, les fonctionnaires, l'immigration and customs enforcement et les forces de l'ordre. Excusez-moi, madame, vous soutenez cela? Ils salissent le président. Que s'est-il passé? J'ai dit, tu es un nazi quoi, moi? Ne lui parle pas, bon, c'est un troll. Contrôle. C'est intéressant à la question « Soutenez-vous le fait qu'on traîne une poupée représentant le président par terre ?» La réponse a été « Tu es un nazi ». Donc tu es un nazi parce que tu as posé la question? Vous savez, les gens de gauche ont un problème non seulement avec la violence, mais aussi avec le racisme. L'hostilité ouverte envers les personnes blanches, surtout les hommes, est un racisme flagrant, normalisé depuis trop longtemps. Cette femme suivante parle sans aucune crainte d'être traitée de raciste odieuse parce qu'elle a entendu ce genre de rhétorique toxique partout. Oui, Je suis contente. les hommes blancs sont littéralement la seule plus grande menace pour les gens, leur subsistance, leur logement, leurs vêtements et la satisfaction de leurs besoins fondamentaux. Les hommes blancs sont la plus grande menace à cela. Eh bien, Je ne vois pas de problème. Après tout, tu es un homme blanc. Eh bien, toi non plus, tu ne peux pas me donner d'exemple, n'est-ce pas? un exemple, c'est ton privilège d'être ici. Vous vous souvenez de Donald Trump et du maire élu de New York, Zohran Mamdani, qui se sont rencontrés de façon très civilisée et polie à la Maison-Blanche? Eh bien, la gauche est devenue folle après ça, parce que Zohran n'a pas attaqué le président comme il l'aurait voulu. Alors, comme tout lâche qui se respecte, il est revenu à traiter le président Trump de fasciste. Vous dites considérer le président Trump comme fasciste. J'ai donné mon avis. Tout va bien. Vous pouvez dire oui. D'accord. Oui, d'accord, dit Trump. Allez, dis la vérité. Qu'est-ce que tu en penses vraiment? D'accord. Bon, c'est plus simple que de l'expliquer comme ça. Ouais,
Il était passé de ça à maintenant affirmer qu'il a en fait répondu oui à cette question. Et il considère vraiment Donald Trump comme un fasciste. Monsieur le maire élu, pour clarifier, vous pensez... Monsieur Barnes. Misérable, Zaron, vraiment misérable, mais... Pour demander de l'argent, de l'aide et du salut, le héros lumineux est courageux. Et il n'est pas allé voir la réincarnation de Hitler, enfin, il est allé voir un fasciste, un nazi, une menace pour la démocratie, et ainsi de suite. Oui, messieurs. Dans la prochaine vidéo, 3 à 4 heures après celle-ci, que je vais publier, je vous dirai qui, à la fin de l'année, sera éjecté du gouvernement, de la Maison-Blanche, du cabinet, de l'administration. Et surtout pourquoi, voilà. Pendant ce temps, à Chicago, il se passe déjà ce que le jeune pionnier Lenin Mamdani s'apprête à faire à New York. Nous suivons les dernières nouvelles de Chicago où un juge vient d'ordonner la libération de centaines de personnes détenues par des agents fédéraux. Alors, après des mois d'attaques contre les forces de l'ordre, les foules à Chicago ont obtenu ce qu'elles voulaient, des centaines. Le juge libéral a ordonné la libération de tous les criminels arrêtés pour expulsion, parce qu'ils se trouvent illégalement aux États-Unis. Autrement dit, il a ordonné leur libération parce qu'ils sont illégalement présents aux États-Unis. Et le juge a ordonné la libération de tous. Tous ces meurtriers, voleurs, violeurs, ceux qui ont attaqué et tué les habitants de Chicago dans les rues, sont entrés chez eux, les ont blessés, ont volé leur voiture, tous ces gens sont de retour dans les rues de la ville, comme si on n'avait pas le droit de les arrêter. Le juge libéral, pensez-vous que les habitants de Chicago en sont très heureux? Le juge ou pas vraiment? Qu'en pensez-vous, Chicago? Le juge? Depuis le refuge, il a ordonné la libération de 600 fugitifs illégaux que l'Immigration and Customs Enforcement avait retrouvés, alors que les agents faisaient face à des émeutes et des attaques constantes, travaillant des heures supplémentaires pour traduire les criminels de ce bastion sans loi devant la justice. Une justice que ce refuge cherche justement à empêcher. Nous pensions qu'une chose pareille pouvait arriver. Nous avions entendu des rumeurs sur des personnes prêtes à descendre dans la rue pour se faire arrêter, comme elle le disait. Vous voyez comment cette confrontation se déroule. Nous avons vu plus de 20 personnes sortir. Juste sur cette route. Oui, cela choque Kate. C'est une juge fédérale qui déclare que les actions d'Ace et de la patrouille frontalière à Chicago violent l'accord à l'amiable de 2022. Parce que le gouvernement détenait illégalement des personnes, oui. J'ai très peur que plusieurs centaines d'entre eux aient déjà disparu. Ils sont partis, déportés par les autorités ou d'eux-mêmes. Aux États-Unis, le juge Jeffrey Cummings a ordonné aujourd'hui la libération de 615 détenus parmi des milliers encore en prison. Les agents de l'Immigration and Customs Enforcement et leurs alliés des forces de l'ordre ont risqué leur vie pour arrêter ces 650 personnes. Je vous le dis, nous serons plus stricts dans les rues. S'ils relâchent ces 650 personnes, nous en arrêterons 1650. Voilà. Vous ne trouvez pas que le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique est complètement devenu folle? Les clandestins, personne ne leur a permis d'entrer ici. C'est vrai, oui. Et en plus, il y a de la criminalité. Ils enfreignaient la loi avec la couronne là-bas, et ici aussi. Le juge activiste pense que le gouvernement américain n'a pas le droit de les arrêter. Et surtout, ils espèrent, si Dieu le veut, les expulser du pays. Sous-titre. Les démocrates en sont arrivés au point de rassembler plusieurs élus, je veux dire des membres du Congrès, du Sénat, qui ont auparavant servi dans différents organismes de sécurité. Et ils ont enregistré une vidéo où ils appellent les militaires américains à ne pas obéir aux ordres de Trump. Sont-ils illégaux? Mais savez-vous lesquels sont légaux et lesquels sont illégaux? Personnellement, je ne sais pas. Et qu'est-ce que cela signifie, illégaux? On ne l'a pas expliqué.
Par exemple, Choued, à chaque fois que tu reçois un ordre de ton sergent ou de ton capitaine, tu ne dois pas te précipiter pour l'exécuter. Réfléchis d'abord, est-ce qu'il est légal ou pas? Si tu ne sais pas, alors appelle l'avocat le plus proche. Disons que tu es quelque part sur le champ de bataille, au Laos ou au Guatemala, ou même quelque part aux États-Unis d'Amérique, oui, voilà. Néanmoins, appelle ton avocat. S'il dort, laisse-lui un message pour qu'il te rappelle. En attendant, ne suis pas l'ordre. Voilà. D'ailleurs, je vous ai déjà montré leur vidéo et maintenant nous allons analyser un peu la réaction à cette vidéo. Voici Benny Johnson qui, au cours de l'année écoulée, est devenu un enquêteur et analyste reconnu, invité à la Maison-Blanche, interviewé sur les grands réseaux que les sénateurs, les généraux et les ministres veulent rencontrer. Je ne suis pas un génie du droit, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Et par là, je veux dire que bon sang, je sais lire. Je peux lire le Code des États-Unis. Je sais qu'en réalité, on ne peut pas désobéir aux ordres ou enfreindre la discipline dans l'armée américaine ou les services de renseignement. Vous n'aurez clairement pas d'armée opérationnelle en agissant ainsi. Lui? Naturellement, il parle de la vidéo de 2 sénateurs et de 4, il me semble, 4 membres de la Chambre basse, disant que c'était un appel à l'insubordination dans l'armée. Quiconque a vu des films comme Des Hommes d'honneur, quiconque a regardé n'importe quel film de guerre hollywoodien, le comprend. Votre travail consiste à exécuter les ordres, votre travail consiste à suivre la chaîne de commandement au commandant en chef. Voilà pourquoi le président est crucial. On voit clairement ce qui arrive avec un mauvais commandant. Quoi? Comme l'Afghanistan qui s'effondre, oui, des gens meurent, c'est terrible. Donc il ne faut pas désobéir à l'ordre, il ne faut pas violer la subordination, il ne faut pas essayer d'inciter les soldats à cela. C'est un crime, selon les lois américaines, depuis la Révolution américaine, pour être honnête. Mais vous voyez, il n'y a pas de lacune dans le Code des États-Unis lorsqu'il s'agit d'actes de rébellion, de trahison et de subversion contre le gouvernement des États-Unis et les forces armées des États-Unis. Le député Jason Crow, j'étais capitaine dans la marine, le député Jason Crow, Ancien agent de la CIA, ancienne flotte, ancien parachutiste ranger, ex-agent de renseignement, ex-pilote. Nous voulons nous adresser aux militaires et aux autorités. Du renseignement, ceux qui risquent leur vie chaque jour pour sauver l'Amérique. Vous lisez tous sur le prompteur et alors, vous savez, vous voyez comment leurs yeux bougent, puis ils disent non, n'obéissez pas aux ordres. C'est difficile d'être un fonctionnaire. Mais vous êtes des serviteurs de la CIA, l'armée ou la marine. L'armée de l'air, votre vigilance est cruciale. Et sache que nous te couvrirons. Car maintenant, plus que jamais, les Américains sont nécessaires. Nous avons besoin. Maintenant, plus que jamais. Merci. Ne faites donc pas simplement ce que Trump dit, d'accord? Ce n'est pas une menace pour notre Constitution. Quelles sont ces menaces? C'est une question intéressante. Voilà. Ils disent, n'exécutez pas d'ordres illégaux, refusez-les. D'accord? De quels ordres illégaux parlez-vous? Nommez-les, s'il vous plaît. Tout de suite. Pensez-vous que le président Trump a donné des ordres illégaux? À quel point? À ma connaissance, je ne sais rien d'illégal, mais il y a certainement des subtilités juridiques qui se passent avec cette grève des Caraïbes et tout ce qui concerne le Venezuela. D'accord. Donc la réponse est non. Un comportement rebelle passible de la peine de mort, dit Donald Trump. Vous savez, beaucoup de ces personnes ont servi dans l'armée, n'est-ce pas? Ou dans des agences de renseignement. Il n'est évidemment pas bon de dire de ne pas obéir aux ordres du commandant en chef. Oui, les démocrates du Congrès ont appelé les militaires à refuser d'exécuter des ordres illégaux non établis. Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang, président Trump? Pendez-les, comme l'aurait fait George Washington, classique Donald Trump. En fait, ils le font vraiment maintenant. Eux aiment d'une certaine manière. Lisons un peu. Pete Hegseth attaque un sénateur démocrate en plein scandale de rébellion, alors qu'un tribunal militaire plane sur la menace d'exécution de Trump. Oh, mince. Le ministre de la Défense Pete Hegseth a lancé une enquête contre un sénateur démocrate appelant les troupes à désobéir à Trump. Le sénateur Mark Kelly a été enquêté par le Pentagone après avoir figuré dans une vidéo avec d'autres démocrates appelant militaires et agents du renseignement à refuser d'exécuter des ordres illégaux. L'un de ces membres du Parti démocrate est maintenant rappelé dans l'armée. Il semble qu'il était dans la réserve ou quelque chose comme ça. Et ils ont le droit de le rappeler à tout moment. Dès qu'il sera rappelé, il sera jugé par un tribunal militaire pour incitation.
Donc Mark Kelly, le sénateur Kelly, peut-être qu'il pourra se défendre en disant qu'il mettait en garde contre des ordres illégaux, mais il n'a aucun exemple d'ordre illégal de Trump. C'est pourquoi le tribunal peut décider qu'il s'agit précisément d'un appel à ne pas exécuter des ordres militaires. Dans ce cas, la peine va de 5 ans de prison à la mort. Donc Donald Trump a appelé à mon exécution. J'ai servi 25 ans dans la marine américaine. J'ai accompli mon devoir. Qu'il était dans un état pédagogique, on est dans un état pédagogique, on est dans un état pédagogique, qu'il était dans un état pédagogique, qu'il était dans un état pédagogique, qu'il était dans un état pédagogique, il est dans un état pédagogique, que... Il était dans un état pédagogique, qu'il était dans un état pédagogique. Il était dans un état pédagogique, qu'il était dans un état pédagogique, qu'il était dans un état pédagogique, qu'il était dans un état pédagogique. Tu es quand même membre du Congrès. Voilà, c'est ce code. Vous ne pouvez pas, tu comprends? Vous ne pouvez pas agir ainsi, surtout si tu utilises ton grade militaire pour essayer de dire aux gens qu'ils ne doivent pas obéir aux ordres. Tout cela est-il lié au revirement de Trump? Oui, d'ailleurs, je veux encore une fois dire que dans 2 à 3 heures, je parlerai de qui, à la Maison-Blanche, comme on dit, restera sans tête d'ici la fin de l'année. Voilà, comment cela est-il lié au revirement de Trump? Du règlement des affaires internationales à la résolution de nos propres problèmes internes. Les prix continuent d'augmenter. Ils se sont ralentis à un certain moment, mais les changements dans la politique économique mènent toujours à une détérioration temporaire. Ce que le peuple appelle la douleur des réformes. Ensuite, il y a la crise, puis soit la guérison, soit la mort, si c'est la santé. Eh bien, si c'est, disons, la vie sociale, alors soit une explosion de mécontentement, soit une guérison. Et les mesures prises par Donald Trump concernant les accords avec les partenaires commerciaux d'autres pays, oui, c'est-à-dire avec différents pays, y compris l'Union européenne, le Japon et ainsi de suite, les droits de douane. De gros investissements aux États-Unis attirés par Donald Trump semblent atteindre environ 20 000 milliards de dollars. 1 billion reste pour moi un chiffre abstrait. Le soutien à notre nouveau pouvoir, c'est cela. La révolution industrielle grâce à ces injections-là. Intelligence artificielle. Acheteurs motivés pour les produits américains. Les voitures, par exemple, si tu prends un crédit, on va te déduire la dette des impôts, ce genre de choses. Et aussi la déportation massive des clandestins, qui occupaient des emplois, qui occupaient des appartements, qui les louaient. Cela accentuait la pression sur les écoles et le système de santé. Tout cela conduit en réalité à une baisse de l'inflation, à la libération des emplois et des logements. C'est pourquoi Donald Trump, sachant qu'après le Nouvel An, il s'occupera des affaires intérieures, essaie d'urgence de résoudre deux problèmes urgents. L'un est la Russie, l'autre l'Iran. Au cours des dernières 24 heures, la délégation ukrainienne a déclaré que leur délégation avait, en quelque sorte, approuvé avec les États-Unis un projet actualisé de plan de paix, et que Kiev allait avancer sur ce qu'ils ont appelé cet accord cadre. Bien qu'il y ait des points controversés, Zelensky et Trump doivent discuter et résoudre ces points litigieux. Je rappelle qu'hier, la représentante de l'Ukraine à l'Organisation des Nations Unies a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un plan, mais d'un projet de reddition à l'ennemi. Donc l'Ukraine et les États-Unis ont conjointement retravaillé ce plan en 28 points afin qu'il paraisse, et c'est le mot-clé, qu'il paraisse moins important. Goustovka de la Russie. Zelensky retourne à Washington pour faire pression. Les dernières conditions restent non résolues et le plan a changé. Maintenant, c'était encore 19, c'est devenu 28, maintenant c'est redevenu 19. Je ne sais pas si ce sont les mêmes 19 qu'avant ou d'autres. Je n'ai évidemment rien vu de nouveau. Il y a aussi Dendriskal. Nous avons ce poste, ministre de l'armée, ce n'est pas le ministre de la Défense, devenu ministre des Affaires militaires, mais bien le ministre de l'armée. Donc, il mène des négociations secrètes à Abu Dhabi, enfin secrètes, pas vraiment des secrets cachés.
Tout le monde sait qu'ils les mènent, ils ne savent juste pas de quoi ils parlent. Là-bas, c'est avec Russes et Ukrainiens. Je soupçonne que ce sont les militaires des deux camps. Les Russes ont déclaré qu'ils n'aimaient aucune version modifiée ou corrigée. Ils préfèrent à la version de base, la version fondamentale que Trump avait proposée au départ. Et Trump apparemment entreprend une dernière tentative pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il ne le dit pas directement, mais je pense que les Ukrainiens sont prévenus. Voilà pourquoi Zelensky rentre d'urgence chez lui. Qu'après le Nouvel An, il n'y aura pas de nouvelles initiatives, ni d'aide substantielle des États-Unis, pour ainsi dire, à l'Ukraine. Comme Trump termine sa première année et peut tirer certains bilans, la Maison-Blanche décide des changements de personnel à effectuer. Je vous raconterai dans la prochaine vidéo ce que fera Trump. Si l'on considère le projet 2025 comme une feuille de route élaborée pendant les 4 années où Trump n'était pas au pouvoir à la Maison-Blanche, alors la croissance des revenus de la population est envisagée grâce à la simplification et à la réduction des impôts, à la déréglementation et à une énergie moins chère, ainsi qu'à la création de nouvelles industries pour remplacer l'Asie du Sud-Est et le Mexique. Il est prévu de passer à 2 taux d'impôt sur le revenu, 15% et 30%. Mais cela s'accompagnera de la suppression de nombreux abattements et déductions autorisées. C'est-à-dire tu payes 15 ou tu payes 30 et au revoir. Et pour stimuler les investissements, les impôts sur les dividendes, sur les plus-values et les impôts sur les sociétés seront réduits. C'est-à-dire l'argent que l'État prenait puis dispersait quelque part. Là-bas, au Bangladesh, il donnait $1 million pour que les habitants du Bangladesh soient éduqués sur le fait que l'homosexualité, c'est bien aussi. Pour les droits de douane, cela signifie que c'est au moins 10% de chaque côté. Pour ainsi dire, quand des pays nous ont offensés d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne nous plaisent pas, qu'ils ne font pas ce qu'il faut, qu'ils ne vont pas dans notre sens, dans les relations, ou davantage, comme avec la Chine actuellement. Oh, je suis déjà perdu, je me souviens qu'ils avaient imposé 60% à la Chine en ce moment, mais peut-être que ça a déjà changé depuis. Donc voilà cela. Les prix, ils aideront à ramener la production aux États-Unis et à organiser des emplois bien rémunérés dans le pays. La fin des subventions, l'énergie verte, l'augmentation de l'extraction du pétrole et du gaz, la vente de gaz et de pétrole à l'étranger, tout cela doit apporter des fonds, libérer des ressources qui auparavant étaient, pour ainsi dire, en déficit chez nous, dans le rouge. Ce qu'on appelle, oui, ce que nous devions payer, et maintenant cela va passer dans le positif. Le boom de l'intelligence artificielle et les projets associés, les centres de traitement de données, les réseaux. Les nouvelles générations ont déjà un impact notable sur la croissance du produit intérieur brut. Des milliers d'emplois bien rémunérés dans l'ingénierie, la construction et l'énergie sont créés, en plus du développement des entreprises locales. Dès qu'on construit quelque chose, il y a des restaurants, cordonneries, ateliers de réparation, salons de coiffure, tout ce qu'il faut. La hausse de la valeur des actions, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, oui, augmente la richesse des ménages qui possèdent des titres. Les gros contrats prévoient des dizaines de milliards pour les turbines, les générateurs, les transformateurs, les systèmes de refroidissement, la fibre optique. Là-bas, il y a l'infrastructure électrique et d'autres équipements lourds pour tout type de centres de données issus des réseaux. Ainsi, les fabricants de puces, de serveurs, de systèmes de stockage de données et d'équipements réseau en profitent également. L'industrie minière, les minéraux pour les batteries, pour l'intelligence artificielle, les chaînes énergétiques, tout cela apporte de nouveaux investissements dans les emplois du secteur extractif, dans l'industrie minière, dans le secteur extractif. Mais ces mesures seront ressenties par le peuple avec le temps, je ne sais pas, dans quelques années, peut-être en 2027, peut-être en 2028, voire même plus tard. Cela signifie que Donald Trump cherche actuellement des mesures pour améliorer la vie de la population, que nous pourrons ressentir immédiatement. Parce que la sensation, le ressenti, c'est généralement plus important que la réalité. Certains disent,
C'est impossible de tout faire aussi vite, mais c'est impossible seulement si on doit changer les lois de la nature. Quand il n'est pas nécessaire de changer les lois de la nature, alors c'est simplement difficile. Ça peut être très difficile, mais ce n'est pas impossible. Et je crois qu'avec Trump, qui a déjà proposé à plusieurs reprises des solutions inattendues, ingénieuses et élégantes, qui étaient en dessous nos yeux mais que personne ne voyait, je pense qu'avec Trump, c'est possible. Alors, regardons voir. Parce qu'à la fin de l'automne et au début de l'été de l'année prochaine, Trump sera obligé, et donc il le fera, d'améliorer le niveau de vie de la population américaine. Dans 2-3 heures, il y aura une suite. Qui est licencié, qui reste, qui a gagné qui? Qui a gagné 2 fois? Au revoir.